Donc, je viens de débuter l'enregistrement pour le webinaire Trucs et astuces pour une rentrée en toute sécurité. Donc, je m'appelle Dominique Seigneur, je suis directrice des communications chez Allergie Québec. Je suis aussi maman d'une petite fille avec des allergies alimentaires. Ma fille en est à sa 3e rentrée. Donc, je vais juste couper mon visage. Vous allez pouvoir mieux voir la présentation et continuer à m'entendre. Donc, ma fille en est à sa 3e rentrée dans 2 écoles différentes. En maternelle, elle a fait sa maternelle à une première école, puis ensuite, par quartier, ils ont décidé de transférer certains enfants. Donc, on a recommencé tout ça l'année passée et cette année, elle continue dans cette école-là. J'ai développé personnellement toutes sortes de trucs dont je vais vous faire part aujourd'hui, mais aussi des trucs provenant d'Allergie Québec avec certaines façons de fonctionner qui pourraient vous aider. Je vous dirais que vous allez probablement apprendre pas mal de choses aujourd'hui, puis n'hésitez pas à partager vos trucs là, en question, on pourra les partager par la suite. Donc, je vais vous parler un petit peu des allergies alimentaires, définitions, statistiques, quels sont les allergènes les plus communs chez l'enfant. On va parler de l'auto-injecteur d'épinéphrine. Quelques mythes et réalités, je vais vous faire un petit quiz, vous répondrez, on ne vous entendra pas, mais ça va vous permettre d'en apprendre. On va parler de la responsabilité partagée. On en entend beaucoup parler dans un contexte de restauration présentement, mais on va vous en parler dans un contexte d'école. Chez Allergie Québec, on pense qu'il y a vraiment du travail à faire conjointement avec l'école, avec tout le monde qui participe à la surveillance de l'enfant. Donc, on va terminer avec quelques petits trucs et astuces, puis on va vous parler des outils rapidement d'Allergie Québec. Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire? C'est une réaction exagérée et surtout inappropriée qui survient quand notre système immunitaire entre en contact avec un aliment qui est normalement inoffensif pour la majorité des individus. Donc, qu'est-ce qu'il fait, notre système immunitaire? Il va il va se défendre contre un phénomène. Donc, l'allergène, c'est une substance qui est dans un aliment, c'est souvent une protéine. La réaction de défense qui suit peut être importante puis se manifester par une cascade de symptômes. Parfois, on va juste avoir besoin d'une trace pour déclencher une réaction allergique grave. Donc, c'est à prendre au sérieux, évidemment, en tout temps. Au Canada, 2,5 millions de Canadiens vivent avec au moins une allergie alimentaire. Donc, c'est 7 de la population canadienne. Santé Canada estime que les allergies alimentaires touchent 6 à 8 des jeunes enfants, 3 à 4 des adultes. Donc, Canada, Québec, les statistiques sont les mêmes. Les plus communs allergènes chez les enfants, qu'est-ce que c'est? Bien, surprenamment, le premier, c'est la protéine de lait de vache, donc la protéine bovine, tout ce qui provient de la vache donc et les dérivés du lait. Donc, ça surpasse en très bas âge même l'allergie aux arachides. Donc, c'est vraiment un allergène qui prend de plus en plus de place dans la société nord-américaine. Le blé, les œufs, le soya, les arachides, les noix, les fruits de mer et le sésame. Donc, c'est les allergènes les plus présents chez les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vont perdre certaines allergies avant l'âge de 7 ans. Les œufs, le lait, le blé sont des allergènes qui vont souvent se perdre et on voit de plus en plus de soya qui va se perdre aussi. Les statistiques qu'on a, c'est entre 75 et 80 de ces allergies-là vont disparaître entre l'âge de 5 et 7 ans. Les plus chanceux perdront leur allergie aux arachides autour de l'âge de 7 ans. C'est seulement 20 des cas qui vont se résorber. Donc, les allergies aux arachides, aux noix et fruits de mer semblent généralement avoir un caractère permanent. Santé Canada a listé 10 allergènes principaux. Ces allergènes-là doivent être déclarés sur les étiquettes d'aliments en utilisant leur nom courant. Donc, vraiment, le mot, on ne peut plus avoir comme avant ovalbumine et toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment la façon qu'on doit l'utiliser et vraiment la façon dont il est écrit. Arachide, noix, lait, œufs, blé, soya, sésame, fruits de mer qui inclut les crustacés, poissons, mollusques, la moutarde et les sulfites qui est plutôt utilisé comme un additif mais qui est quand même dans la catégorie selon Santé Canada. L'anaphylaxie, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction allergique grave qui s'installe rapidement et qui peut causer la mort. C'est le World Allergy Association qui donne cette définition-là, qui a été traduite en français. La réaction sévère est toujours imprévisible et heureusement,
Les décès sont rares et ils sont évitables. L'anaphylaxie va toucher un ou plusieurs systèmes de l'organisme. Elle va s'accompagner de multiples symptômes. Souvent, on va voir l'apparition de symptômes cutanés. Pour certaines réactions allergiques, ça va demeurer à l'état cutané. Quand la réaction anaphylactique s'installe, donc on peut voir d'autres systèmes qui sont impliqués, dont systèmes gastro-intestinaux, respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques ou physiologiques. Neurologique, physiologique, là, on va penser après la chute de pression, là, des fois la personne va être vraiment anxieuse, se demande où elle est, perdue, coma et tout ça. Donc là, on est vraiment dans les systèmes complexes qui sont impliqués. Les symptômes de l'anaphylaxie touchent généralement au moins 2 des systèmes de l'organisme. Ça, c'est un bon truc. C'est pas toujours facile de reconnaître l'anaphylaxie. L'histoire de on pique ou on pique pas, on l'entend souvent. Donc, quand on a 2 systèmes d'impliqués, les allergologues disent habituellement on pique. Donc, si on a simplement un système cutané, on attend, on surveille. C'est un vomissement, diarrhée, difficulté respiratoire, gonflement des lèvres, de la gorge, de la langue, des yeux, larmoiement, palpitations cardiaques, chute de pression, si un de ces symptômes-là dans une autre catégorie apparaissent, à ce moment-là, on considère qu'on est en anaphylaxie, puis pour éviter le choc, on utilise un auto-injecteur d'adrénaline. Donc, justement, en parlant de l'adrénaline, aussi connue sous le nom d'épinéphrine, c'est l'auto-injecteur, c'est le seul traitement efficace en cas de réaction sévère. On l'administre et on compose le 911 parce qu'une prise en charge en milieu hospitalier doit être effectuée. Pas parce que c'est dangereux pour le cœur, on entend souvent ce mythe-là, là, disant que c'est la raison pour laquelle on doit aller à l'hôpital. Il y a une surveillance qui doit se faire pour éviter les réactions à rebond. Donc, c'est une deuxième réaction qui pourrait survenir. Souvent, on va la contrôler avec du Benadryl pour le côté cutané, mais aussi de la cortisone pour éviter les deuxièmes réactions à rebond. Le plus vite on est pris en charge, plus vite on injecte, le moins de chances on a de faire des réactions secondaires, réactions à rebond. Parlons de l'auto-injecteur. L'année dernière, ma présentation était au pluriel, les auto-injecteurs. Cette année, dû au retrait d'Allerject, on se retrouve avec un auto-injecteur sur le marché. Il s'appelle EpiPen. Il existe en 2 formats. Un format junior avec le bouchon vert que vous voyez au bas et un format adulte, donc régulier. Ça débute autour de 66 livres. Il faut en parler avec votre médecin. Certains préfèrent le recommander autour de 50 ou 55 livres quand les allergies sont sévères, sont nombreuses ou s'il y a histoire d'anaphylaxie dans le passé. Donc, parlez-en à votre médecin. On est à 15 mg d'épinéphrine pour version junior et la version adulte, c'est la dose standard de 0,3 mg. Les recommandations sont sur le site d'Allergie Québec. Vous pouvez aussi aller voir le site d'epipen.ca. Vous pouvez vous commander, aux dernières nouvelles, il y avait des étuis que vous pouviez commander qui sont assez robustes, mais qui sont pratiques. Et ça vous explique aussi bien les étapes d'injection. Vous pouvez downloader, télécharger un visuel aussi. Donc, n'oubliez pas les nouvelles recommandations. Si au bout de 5 minutes, il n'y a pas d'amélioration des symptômes, on réinjecte. Auparavant, c'était 15 minutes. Maintenant, s'il n'y a aucune amélioration du système en 5 minutes, on n'hésite pas à réinjecter. On peut injecter 2 à 3 fois sans l'aide d'un médecin, évidemment, si la réaction est justifiée et elle s'empire. Facteur susceptible d'augmenter le risque d'une réaction anaphylactique sévère. Si vous, votre enfant, fait de l'asthme qui est mal contrôlé. Contrôle de l'asthme, on parle soit d'être sur une pompe en prévention ou en traitement, mais habituellement, une pompe en prévention, un asthme très léger, font en sorte qu'on va réduire les risques d'anaphylaxie sévère si une allergie alimentaire débute. La sous-utilisation ou délai trop long de l'utilisation d'épinéphrine, ça c'est pas seulement quand on fait de l'asthme, c'est le plus vite on agit, le plus vite on pourra sauver la personne. Chaque minute compte. Avant que la cascade de symptômes s'installe, on est mieux de contrôler la réaction en injectant l'EpiPen. Les cardiopathies sous-jacentes, si le patient a déjà eu des sensibilités cardiaques, donc il y a certaines, il faut parler avec votre médecin. Il y a des antécédents d'anaphylaxie, par exemple, un enfant a déjà fait un choc anaphylactique, bien à ce moment-là, ça prédit pas mal là, les réactions futures en disant, bien, s'il y a eu un choc cette fois-là, peut-être que le choc risque de survenir s'il y a une erreur puis il consomme l'allergène.
Les personnes de 0 à 19 ans qui présentent l'incidence la plus élevée d'anaphylaxie pour toutes sortes de raisons. Les jeunes enfants, des fois, ça va être une première exposition, ça va être des essais-erreurs, ça va être une réintroduction quand on pense que l'allergie est partie sous supervision médicale. Après ça, à l'adolescence, les pré-ados qui décident de ne pas amener leur auto-injecteur partout, etc., malheureusement, ça augmente l'incidence d'anaphylaxie pour ces âges-là. Les aliments constituent la cause la plus courante d'anaphylaxie chez les enfants et les adolescents, puis les jeunes adultes. N'oubliez pas qu'on peut induire l'anaphylaxie de toutes sortes de façons. Il y a des piqûres d'insectes, des réactions à des médicaments ou même anaphylaxie à l'effort, au froid, etc. Donc, il y a toutes sortes de façons qui peuvent, facteurs qui peuvent déclencher l'anaphylaxie chez les enfants et les jeunes adultes. Ce sont les aliments qui causent le plus souvent l'anaphylaxie. C'est un visuel qui est très intéressant. Vous l'aurez dans la présentation quand je vais vous l'envoyer. Ça a été développé par Dr Gagnon, allergologue au service d'immunologie du CHU à Québec. On l'utilise chez Allergie Québec. On trouve qu'il est simple à utiliser. Donc, si j'ai une apparition soudaine et rapide d'au moins un symptôme dans ces deux catégories, ou si j'ai une réaction très sévère dans une catégorie. Les catégories, c'est celles dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Digestif, vomissement, diarrhée, crampes au ventre. Respiratoire, essoufflement, toux, respiration sifflante, enflure, écoulement, congestion, voix rauque. Peau et bouche, démangeaisons, plaques, enflure. On parle de la langue aussi. Symptômes liés à la baisse de la tension artérielle, étourdissement, évanouissement, somnolence, grande faiblesse, confusion. Donc, ça, c'est vraiment un visuel qu'on devrait avoir en tête ou à portée de main. Quand on se pose la question si on injecte ou pas, ça devrait quand même pouvoir nous guider. Une réaction allergique est provoquée par un contact avec l'allergène, soit par voie orale, par contact avec la peau, surtout s'il y a une petite lésion, ou de l'eczéma qui fait en sorte que l'allergène entre directement en contact avec la peau. L'inhalation, donc les vapeurs, la pulvérisation, la présence dans l'air de particules moulues. Il faut vraiment que la protéine soit dans l'air, donc c'est vraiment des microparticules. La personne allergique doit éviter le contact avec les éléments déclencheurs, évidemment. Donc, petit quiz, vrai ou faux. Un aliment qui ne fait pas partie de la liste des 10 allergènes prioritaires ne pose pas de risque pour l'anaphylaxie. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, la réponse est La réponse, c'est faux. Donc, tout aliment peut déclencher une réaction allergique. Les 10 allergènes prioritaires, c'est souvent les aliments les plus associés à des réactions sévères. On parle d'à peu près 90 des réactions qui sont posées, qui sont provoquées par les aliments qui sont répertoriés comme les 10 allergènes principaux dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ceux par Santé Canada. Donc, n'importe quoi peut causer une réaction allergique. On dit à part l'eau, mais dernièrement, les médias ont relaté un cas d'une jeune allergique à l'eau. Donc, ça, c'est on devrait en apprendre un petit peu plus sur ce genre de cas très extrêmes-là, mais vraiment, on peut être allergique à pratiquement tout, normalement, ce qui contient une protéine. Deuxième vrai ou faux, une allergie alimentaire se manifeste toujours au premier contact avec l'allergène. La réponse est faux. Pendant des années, vous pouvez manger un aliment sans qu'il provoque chez vous une réaction allergique. La réaction peut se déclencher n'importe quel moment, subitement, en consommant un aliment spécifique que votre organisme tolérait parfaitement auparavant. Lors d'un premier contact avec un allergène, l'organisme produit des anticorps spécifiques à cet aliment-là sans que la personne ne développe aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. Par la suite, malheureusement, les anticorps vont être tellement à l'affût de recevoir cet allergène-là que du moment que vous allez peut-être entrer en contact avec une infime particule, à ce moment-là, la réaction allergique va débuter chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit que des fois, avec les années, la réaction s'amplifie. C'est surtout que le système immunitaire est prêt à recevoir l'allergène, malheureusement. Une solution désinfectante ou antibactérienne est efficace pour retirer la présence d'allergènes. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Les solutions désinfectantes et antibactériennes sont inefficaces contre les allergènes qui sont de nature protéique, donc à base d'une protéine. Il est recommandé d'utiliser des nettoyants d'usage courant, sauf le savon à vaisselle liquide. Donc, c'est bien d'avoir des petites lingettes antibactériennes désinfectantes avec nous si on est à l'extérieur de la maison pour un petit lavage sommaire, mais rappelons-nous que c'est vraiment le bon savon à main traditionnel
qui est efficace pour faire partir les traces de protéines, que ce soit sur un comptoir ou les mains. Je vous ai dit la réponse avant de vous le montrer. L'odeur d'un aliment peut déclencher une réaction allergique. C'est une question qu'on voit souvent. Je vais vous parler de la réponse qui est modérée. La réponse, c'est faux. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les réactions allergiques aux aliments sont provoquées par des protéines. L'odeur des aliments est c'est causé par des composés chimiques. Ça s'appelle des pyrazines. Donc, sentir l'odeur, les pyrazines du beurre d'arachide, c'est pas la même chose que d'inhaler les particules qui sont des protéines en suspension dans l'air. Quand on écaille une grande quantité d'arachide dans un environnement qui est mal ventilé, par exemple, à ce moment-là, il y a des microparticules qui se retrouvent dans les voies nasales, sur la peau, etc. Puis c'est là qu'une réaction allergique peut se développer. Donc, on dit des fois, je suis allergique à l'odeur, mais réellement, là, c'est qu'on va être allergique aux petites particules qui sont dans l'air. Ça prend un environnement qui est non favorable, là, vraiment, pour pouvoir déclencher une réaction comme celle-là. Donc, poursuivons avec la réalité à l'école. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce que les restrictions alimentaires, c'est une solution dans les écoles? Comme vous le savez, certains établissements choisissent de bannir les aliments comme les arachides, les noix de façon préventive. Il y a un côté positif, c'est qu'on va diminuer l'allergène courant sur les lieux. Donc, il y aura moins de présence d'allergènes qui sont assez présents chez les jeunes enfants sur les lieux. Vous voyez que les côtés négatifs surpassent. Donc, la prise de position chez Allergique Québec, c'est réellement qu'on ne va pas créer réellement une prévention en faisant ça. C'est que c'est une solution qui est temporaire quand on n'a pas les outils en place pour pouvoir bien accueillir et gérer les personnes allergiques. Comme je vous montrais un petit peu plus tôt, il y a tellement d'allergènes maintenant que c'est difficile de satisfaire tout le monde, puis on se retrouve avec des privations qui ne sont pas toujours optimales dans une classe où il y a 28, 30 enfants ou dans une école de 500, 600, 700 élèves. Les côtés négatifs, c'est que ça crée un faux sentiment de sécurité. Le parent va se dire hey, « moi, mon enfant est en sécurité, il n'y aura jamais de noix et arachides. » Et on sait très bien, les erreurs arrivent. Un parent trop pressé le matin qui va juste mettre une barre tendre avec des noix, des arachides parce qu'il y en a chez lui, bien, à ce moment-là, l'enfant allergique n'est pas protégé réellement. C'est comme un faux sentiment de sécurité. C'est un dialogue qui peut être négatif. Donc, on va bannir. Non, on n'en veut pas. On va créer une bulle pour certains enfants, tandis que d'autres anaphylactiques au lait, ben, ils n'auront pas la bulle parce que le lait fait partie vraiment d'une espèce d'obligation en Amérique du Nord. Là, on en a dans tous les lunchs. Il y a toutes sortes de facettes. Donc, je trouve que ça crée un dialogue un petit peu négatif pour les enfants qui auraient d'autres allergies alimentaires que souvent les noix et arachides qui sont bannis. Et aussi, c'est qu'on se retrouve avec toutes sortes de discussions au niveau du conseil d'établissement, conseil de parents, discussion à pu finir. Donc, ça ouvre quand même une certaine porte à un discours négatif. Ça ne protège pas réellement contre les accidents. Donc, on disait tout à l'heure, les allergènes, l'erreur des parents, on revient un petit peu au faux sentiment de sécurité. C'est difficile à contrôler de façon rigoureuse. Les professeurs, les surveillants de dîner, services de garde font un excellent travail habituellement. C'est difficile pour eux, par contre, de vraiment regarder chaque emballage, ce qui vient de la maison, comme on fait pour savoir si vraiment il y a du beurre d'arachide dans le smoothie. Ça commence à être limitatif, puis c'est un certain risque là, de demander à ce personnel-là de bien couvrir les différentes collations ou repas qui sont envoyés. On va plutôt mettre l'accent sur la sensibilisation, l'éducation, plutôt que les restrictions alimentaires. C'est vraiment la position officielle d'Allergie Québec. Comment on prépare l'enfant allergique? On parle beaucoup de prévention, on dit que c'est le seul remède. On améliore le contrôle parce que le risque zéro arrivera, ça n'existe pas, à moins qu'on reste chez soi et qu'on ne fasse rien vraiment dans la vie en général pour les allergies alimentaires. Le risque zéro, on dit qu'il n'existe pas. Donc, on parle de contrôle. Comment on contrôle son environnement? On s'organise, on s'adapte, on se prépare, on communique. Donc, on a 4 qualificatifs ici qui sont intéressants à décortiquer un après l'autre, puis je le ferai un petit peu plus tard. Comment on prépare la prise en charge de l'enfant allergique? On parle d'un plan d'action. C'est quoi un plan d'action? C'est au centre de tout, on a une responsabilité partagée. Donc, entre qui? Entre un parent, les élèves, la direction et les intervenants. On a mis le parent en haut. Le parent, c'est la porte d'entrée. J'ai un enfant allergique, je veux rencontrer la direction, les intervenants et eux
doivent rencontrer les élèves et les sensibiliser aux allergies alimentaires. Ça, c'est un travail de tous les jours. En début d'année, le parent peut demander à rencontrer la direction, c'est une nouvelle école, ou les différents intervenants qui vont être en contact avec son enfant et rédiger une fiche de l'élève et être sûr que le mot se passe à tous les remplaçants et à tout le monde. C'est vraiment une responsabilité partagée. Puis au niveau de la sensibilisation, si les autres élèves sont au courant aussi, on part déjà avec une longueur d'avance. Comment on évite? Surveillance des élèves au moment de la prise de repas et de la collation. Donc, on s'assure d'avoir un ratio qui est respecté, où se prennent les repas, comment ça se passe, à quelle heure, est-ce qu'ils sont plusieurs à surveiller, poser des questions, voyez comment ça se passe et trouver votre zone de confort. Il y a souvent plusieurs options qui sont présentées à vous là, pour les repas, par exemple, service de dîner, pas le même ratio que service de garde, etc. Interdiction d'échange ou de partage de nourriture. Habituellement, les écoles ont une politique en place. C'est un petit peu plus mou du côté des camps de jour et tout ça, mais du côté des écoles, habituellement, il n'y a pas de problème. Limitation des allergènes dans les distributeurs automatiques. On parle pour les élèves un petit peu plus âgés. Ça, c'est une discussion qu'on peut vraiment avoir. Ils ne devraient pas avoir de noix, d'arachides ou est-ce que c'est possible de faire un retrait de certains allergènes dans les distributeurs automatique juste pour éviter les contacts, etc. Donc, ça, c'est une conversation qui peut être ouverte avec la direction. On essaie de sensibiliser les professeurs et les autres intervenants à des récompenses non alimentaires, surtout en temps de fête, déjeuner d'école, identification avec des céréales, etc. Donc, c'est vraiment du travail de longue haleine. Là. Je vous dirais, ce n'est pas tous les professeurs qui sont ouverts, la direction et tout ça. Ce n'est pas la même vision dans chacune des commissions scolaires ni des écoles. Parlez-en. Limitation d'utilisation de nourriture en classe. On parlait de bricolage, d'expérimentation. Renseignez-vous. Votre enfant fait un cours de sciences. Demandez s'il y a des allergènes qui seront utilisés. Nous, on a eu cette surprise-là l'année passée. Je m'étais renseignée, puis on se rend compte à un moment donné qu'il y a un blanc d'œuf qui est utilisé. Donc, les allergènes peuvent être vraiment proposés même par des gens qui sont à l'extérieur de l'école, comme par exemple une personne qui anime un atelier, etc. Il faut vraiment les sensibiliser. Interdiction de manger dans les autobus scolaires. Si votre enfant prend le transport en commun scolaire, parlez-en avec le chauffeur. Demandez-lui s'il y a des récompenses qui sont parfois utilisées par ce chauffeur-là. Demandez s'il y a une certaine rigueur qui est imposée pour ne pas prendre les collations dans l'autobus. Nettoyage rigoureux des surfaces contaminées, ça s'adresse surtout pour les aires de repas ou si jamais il y a des salles de classe qui sont utilisées comme des aires de repas, c'est important à ce moment-là de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en charge du nettoyage. Normalement, c'est le cas. Encourager à se laver les mains avant, après avoir mangé. Surtout dans les classes, là, la collation, des fois, ils vont faire laver les mains avant, mais sensibiliser le professeur en demandant si tout le monde peut se laver les mains après. C'est un petit passage à la toilette rapide après avoir mangé qui peut sauver bien des petites réactions cutanées ou même des réactions plus importantes. Assurez-vous d'avoir une bonne communication avec tous les intervenants, donc le service de garde, la direction, le professeur, les remplaçants, les éducateurs spécialisés. Peut-être que votre porte d'entrée sera le professeur, le message sera transmis par la suite ou peut-être que vous devrez rencontrer plusieurs personnes. Le rôle du parent. Vous arrivez avant le début des classes, informez l'école des allergies de votre enfant avant la rentrée. Les premières journées de rentrée, on le sait, on a de la difficulté à obtenir l'attention des gens, c'est difficile. Prenez un rendez-vous avec votre professeur, normalement, qui rentre au moins 2 ou 3 jours avant le début des classes. Donc ça donnerait probablement la semaine prochaine pour la plupart des gens. Envoyez un courriel, téléphonez, laissez un message si c'est fermé présentement. Demandez une rencontre, un petit 15 minutes. Peut-être tôt la journée de la rentrée, si ce n'est pas possible pour vous de le faire avant. Remettez à l'école une lettre du médecin. Je vais vous montrer après à quoi ça peut ressembler avec une description détaillée de son allergie et du protocole à suivre. Ça inclut la photo de votre enfant. Ce protocole devrait être affiché bien en vue dans la classe de votre enfant, puis à l'infirmerie ou à l'endroit où sont conservés les médicaments. De mon côté, j'ai repris cette feuille-là en la créant un petit peu plus à notre goût pour la classe de l'enfant parce que des fois, il y avait des remplaçants. Les professeurs venaient chercher aussi pour la musique à l'intérieur de cette classe-là. Ça, je trouvais que c'était un pilier central qui était intéressant. J'ai vraiment mis une emphase sur le mot allergie, la photo de ma fille, puis j'ai décrit les symptômes légers, comme cutanés à ce moment-là, juste de surveiller, d'attendre, rien donner. Et puis, j'ai parlé des symptômes plus importants, comme quand elle a fait son choc anaphylactique. Alors, ça permet vraiment d'être au courant puis de l'afficher le plus possible. La professeure avait décidé de l'afficher dans la classe, puis c'était en couleur et tout ça, c'est plus visible. Donc, je me suis inspirée de ce que je vais vous montrer après en le refaisant un petit peu à notre goût. Et au goût de la professeure, en lui parlant, j'ai réalisé que pour elle, c'était vraiment plus efficace aussi.
Fournissez à l'école tous les médicaments non périmés. Assurez-vous qu'ils seront accessibles en tout temps. Donc là, c'est le temps d'aller chercher vos auto-injecteurs, vos médicaments pour l'asthme, médicaments pour l'eczéma, si vous utilisez des antihistaminiques. Aussi, donc, auto-injecteurs supplémentaires que votre enfant pourra conserver sur lui en tout temps. Idéalement, normalement, quand l'enfant commence la maternelle ou la première année, la plupart des écoles tolèrent ou demandent qu'on ait l'auto-injecteur sur soi, plus un autre qu'on garde à un endroit qui n'est pas sous-clé. Donc, personnellement, je pense que c'est l'idéal. Vous pouvez aussi, si ça vous rassure, en mettre un troisième dans le sac à dos. Là, ça commence à être beaucoup, mais c'est certain que sur soi, le plus important, puis d'en avoir un aussi qui est dans l'armoire qui n'est pas sous-clé. Renseignez-vous sur la formation que le personnel a reçue, puis la communication des procédures entre les différentes personnes impliquées. Est-ce que c'est à vous de faire le message aux chauffeurs d'autobus? Est-ce qu'ils ont reçu une formation? Comment ça fonctionne pour les remplaçants, etc. Mettez en place un plan pour les sorties, les excursions, les autres événements spéciaux. À ce moment-là, c'est sûr que le contrôle est plus difficile. Est-ce qu'ils mangent sur place? Est-ce que tout le monde apporte son lunch? Est-ce que tout le monde mange par terre? Est-ce que les lunchs risquent d'être partagés? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une attention spéciale qui soit portée? Est-ce que votre enfant a son petit bracelet, etc.? C'est toutes des considérations peut-être qui ne sont pas nécessaires de jaser avant que ça ait lieu, mais dans la semaine qui précède, peut-être glisser un mot à la professeure. L'agenda est toujours une belle porte d'entrée pour jaser au professeur, puis par la suite, prenez un petit rendez-vous téléphonique un soir ou échanger des courriels. Si vous voulez être parent bénévole, vous avez des amis qui le sont, vous pouvez vous permettre ça, peut-être ça peut être rassurant les premières années. Donc, essayez de mettre en place un plan. Pensez à fournir une collation spéciale qui sera conservée par le professeur en cas d'occasion impliquant de la nourriture. Nous, les 2 années, on a fait ça en maternelle première et les 2 années, j'ai dû en redonner parce que ça a été utilisé. Que ce soit la direction qui arrive avec une surprise, un muffin, puis on apprend ça la veille, que ce soit les popsicles qui sont offerts aux Olympiades, dont on a été au courant en dernière minute et tout ça, malgré une très, très belle collaboration puis communication. Ça arrive, les chocolats chauds pour les Olympiades d'hiver, des choses comme ça qui s'ajoutent à la dernière minute si un visiteur vient parler de quelque chose puis donne une petite récompense alimentaire. Donc, ça fait que même si on choisit de ne pas avoir des déjeuners, des soupers spéciaux dans la classe et tout ça, il y a quand même des occasions qui vont se présenter parfois. Puis, c'est une collation qui fait plaisir à l'enfant, donner quelque chose qui périt pas trop vite et puis qui a une date de péremption pour la fin de l'année. Puis je pense que ça va faire vraiment plaisir aux professeurs. Vous mettez ça dans un sac avec une étiquette avec le nom de l'enfant. Puis je pense que ça enlève du stress. Le professeur qui se pose une question va avoir tendance à utiliser ça plutôt que de peut-être prendre un risque, offrir quoi que ce soit à votre enfant. Le rôle de l'élève allergique. Donc, dépendant de l'âge de l'enfant, on ajuste, mais garder les médicaments à sa possession en tout temps et savoir où ça se trouve. Est-ce que c'est au service de garde? Est-ce que c'est à l'infirmerie? Tout ce qui est complémentaire, évidemment, à l'auto-injecteur. On parle parce que l'auto-injecteur, il devrait l'avoir sur lui. Éviter de consommer des aliments dont on ne connaît pas la provenance. Ça, c'est toujours savoir reconnaître les premiers symptômes d'une crise ou d'une réaction allergique. À différents âges, l'enfant va vous le communiquer de façon différente. Mais si sa gorge lui pique, s'il voit un petit rash sur sa peau, etc., qui au moins prennent l'habitude d'aller en parler le plus rapidement possible. Informer son cercle d'amis de la procédure en cas de réaction allergique. Ça, je vais vous dire, on pense que c'est vers 10-12 ans là, que les enfants vont se mettre à réagir en groupe, mais ça commence tellement, tellement jeune. J'ai eu un exemple l'année dernière. Ma fille et ses amis ont eu le droit de sortir de la cour d'école pour aller ramasser des déchets. Donc, c'était la journée sans pollution, puis ils sont sortis. Il y avait quelques paires de gants, mais pas pour tous dans la classe. Puis ses amis ont dit, on va donner les gants à ma fille, à Victoria, parce que si elle touche à quelque chose qui est allergène, ça va peut-être lui piquer, puis elle va faire une réaction. Donc, spontanément, c'est venu de la part des autres élèves et j'ai trouvé ça absolument touchant à cet âge-là, des enfants de 5 ans, de 6 ans qui sont sensibilisés. Je trouve que le cercle d'amis est tellement fort et tellement important, ça devient des alliés. On devrait vraiment en parler positivement là, des allergies alimentaires, c'est-à-dire, il y a des solutions, mets-lui ces petits gants. Les enfants sont incroyables, c'est des éponges, ça nous permet d'avoir des petits alliés tout le temps. Informer les enseignants ou les intervenants du premier symptôme, ça revient au point de savoir reconnaître les premiers symptômes, là, dire, je me sens pas bien, ma gorge me pique, ma langue est enflée, etc. Vraiment être capable de le dire dès que l'enfant, puis si c'est un rhume qui commence sur autre chose, bien,
À ce moment-là, l'enseignant devrait être capable de le prendre en charge ou d'appeler le parent s'il est incertain, mais mieux vaut être prévenu que d'attendre. Utiliser certaines stratégies pour contrer les moqueries, répondre aux questions des curieux. Je vous dirais que répondre aux questions des curieux dès le bas âge, on en voit beaucoup. C'est quoi le sac que tu as à la taille? Pourquoi tu as un sac à main sur toi? Est-ce que je peux toucher à ton auto-injecteur? Donc, c'est quoi une allergie? Ah, moi aussi, j'ai des allergies. Je suis vraiment allergique aux animaux. Pourquoi moi, je n'ai pas d'auto-injecteur? Donc, c'est toutes sortes de questions que ça vaut la peine de prendre le temps d'y répondre. Puis de faire en sorte que l'enfant n'est pas gêné. Moi, c'est ma médication. Je l'ai sur moi, puis je l'ai tout le temps. Puis j'ai choisi mon sac coloré cette année. Puis je trouve que ça évite un peu les moqueries. En tout cas, du moins, nous, à 7 ans, on ne connaît pas encore les moqueries. Peut-être que ça arrivera plus tard. Puis ça dépend des cas aussi, ça dépend des écoles, ça dépend de tellement de facteurs. Mais je pense que le plus on en parle et le plus on crée toutes sortes d'outils qui font en sorte qu'on va être capable de retirer du bon de tout ça en sensibilisant les autres autour. Comment on prévient encore une fois, pas partager, changer les breuvages ou les aliments. Les enfants sont assez sensibilisés aussi. Bien maîtriser le vocabulaire en lien avec les allergies alimentaires pour bien l'expliquer à son entourage. Un enfant peut dire, moi j'ai des allergies grasses, je ne peux pas manger ce que toi tu manges, je ne partage pas mes repas. C'est tout à fait simple comme façon de le dire, puis c'est assez efficace. Porter un bracelet d'identification médicale, il y a Médicalerte, il y en a d'autres. Adopter des bonnes pratiques d'hygiène, se laver les mains régulièrement, consommer juste les aliments fournis par les parents, apprendre à lire les étiquettes un peu plus tard, puis développer un comportement sécuritaire si les repas sont pris à l'extérieur du lieu habituel, si on va au parc, sortie, gymnase, etc. Les dirigeants, ayez une copie, s'il y en a aujourd'hui qui écoutent ou qui veulent transmettre le message aux écoles, une copie du dossier de l'enfant à jour, incluant les formulaires et les renseignements médicaux. Rendez accessibles les formulaires en lien avec les allergies dans la salle du personnel à votre bureau. Les parents devraient le remplir au début de l'année. Veillez à ce que tout le personnel, y compris les surveillants de repas remplaçants, soient bien informés pour identifier les symptômes d'anaphylaxie puis intervenir. Parce que c'est beau de connaître les enfants qui ont des allergies, mais il faut savoir reconnaître les symptômes. Implanter un protocole d'urgence uniforme pour tous les cas d'allergie alimentaire. Passer en revue les procédures pour s'assurer que tout nouveau personnel soit informé, les remplaçants aussi. Assurez-vous que les politiques de sécurité en matière de gestion des allergies alimentaires sont mises en application à l'heure des repas et lors d'événements spéciaux. Et faites un suivi auprès des enseignants des enfants allergiques, peut-être un petit peu avant Noël, un peu après Noël, etc. Faire une petite mise à jour, est-ce quelque chose qui ne va pas, on peut-tu changer quelque chose, as-tu la collaboration des autres parents, etc. Minimiser ou éliminer les allergènes dans la classe. Prenez au sérieux tout symptôme d'allergie ou d'anaphylaxie. N'attendez pas trop pour surveiller l'évolution. On sait qu'en début d'année, les enfants vont attraper beaucoup de rhume, de gastro, etc. Mais en cas d'allergie alimentaire, si on a un petit enfant allergique dans sa classe, ça vaut la peine. Je ne dis pas que ça doit être pris plus au sérieux si c'est un rhume qu'un autre, mais c'est que les symptômes peuvent parfois se ressembler. Donc, on demeure aux aguets. On encourage les élèves à se laver les mains et à nettoyer leur pupitre. Puis communiquer aux autres élèves et à leurs parents, c'est quoi les risques associés aux allergies alimentaires. La première année, nous, pendant la première réunion avec les parents, je ne savais pas, mais la professeure m'a donné la parole. Elle a dit peut-être la maman veut dire un mot sur les allergies. Puis moi, c'était clair, mon message. Je dis, je ne veux pas que vous changiez rien à ce que vous faites, mais gardez en tête qu'une hygiène impeccable pour nous, ça risque de nous sauver bien des problèmes. La première école est assez sévère sur l'injection rapide aux premiers symptômes. Si votre enfant, il ne se lave pas les mains, il y a du beurre d'arachide autour de la bouche, si ce n'est pas brosser les dents, laver la bouche le matin. Mais moi, ma fille peut développer de l'urticaire sur la joue s'il s'embrasse ou quoi que ce soit. Puis, à ce moment-là, ça se peut que l'école intervienne de façon assez rapide. Donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir une hygiène impeccable? Pour le reste, on gère avec le professeur. On gère le risque au quotidien avec la collaboration de l'élève, avec le professeur, la direction et tout ça. Mais s'il vous plaît, vraiment, faites en sorte que c'est respecté. Puis, il y a certains parents aussi qui me disent qu'eux aiment peut-être donner un livre sur les allergies alimentaires à l'enfant. S'il n'est pas trop gêné, il peut peut-être le lire devant les autres. Peut-être qu'un moment de 10-15 minutes peut lui être accordé. La professeure peut le lire. Il y a peut-être une petite sensibilisation. Ça, c'est bon pour les allergies, mais pour tout ce qui fait qu'un enfant est différent aussi, je trouve qu'éduquer des enfants en bas âge, ça permet vraiment d'éviter, comme on disait tout à l'heure, les moqueries ou les accidents bêtes, etc. Éviter d'avoir des aliments allergènes lors d'événements spéciaux, on en parle souvent, mais c'est quand même assez facile à contourner. Puis parler aux parents des élèves allergiques avant la tenue d'un événement spécial, c'est toujours bien apprécié. Ça, c'est le formulaire dont je vous parlais, celui que moi, personnellement, j'ai adapté pour le professeur, mais c'est quelque chose de standard qui devrait être
dans la classe, dans le journal de bord de l'élève, la salle des profs, le bureau de service de garde, cafétéria. On ne voit pas très, très bien, mais on doit cocher les allergènes, mettre la photo de l'enfant. Ça explique un peu comment faire pour éviter l'allergène. Ça parle de l'auto-injecteur avec la dose. Est-ce que l'enfant a de l'asthme? Puis ça parle des symptômes, quand injecter, qu'est-ce qu'on doit faire, puis les personnes à contacter en cas d'urgence. Ça, toutes les écoles l'ont dans un guide. Vous pouvez en faire une photocopie ou sinon appeler à la ligne de soutien chez Allergie Québec 514-990-2575, le poste 204. Et puis, ils vont pouvoir vous l'envoyer. Puis sinon, c'est sur notre site web, allergiequebec.ca. Des petits trucs et astuces pour les lunchs, ça c'est quand même la partie vraiment le fun à préparer. C'est sûr que les lunchs, des fois, ça pèse. On n'a pas d'autres options comme parents d'enfants multi-allergiques, etc. Mais il y a quand même moyen de rendre ça agréable, de rendre ça sécuritaire, puis que notre enfant ait du plaisir à manger ses lunchs. Vous avez des petits napperons en haut à gauche. Vous pouvez demander à la personne qui surveille le dîner si ça l'aiderait que votre enfant ait son napperon identifié à elle. Certains vont dire oui ou non. Il y a deuxième, c'est la boîte à lunch. Avec le nom de l'élève, ça m'est arrivé cette année que ma fille ait la même boîte à lunch que d'autres personnes. Merveilleuse idée de l'acheter chez Costco. Mais on accrochait un petit toutou dessus, puis elle avait des étiquettes collantes, donc ça fait en sorte qu'elle la reconnaît. Là. Pour moi, c'était quand même un petit peu de stress quand j'ai appris ça au début, puis on avait déjà pris les préventions, mais je me disais, si le toutou tombe et tout ça, donc on essaie d'avoir 2-3 endroits qui sont identifiés sur la boîte à lunch, ou idéalement d'avoir une très unique. Les petits contenants, ça, c'est tellement génial. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, je trouve que les enfants qui ont des allergies alimentaires sont un petit peu réticents à essayer des nouvelles choses, à manger le traditionnel sandwich, le traditionnel thermos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle bento box. C'est facile à se procurer. Il y a ça un peu partout sur quelques sites Internet. Donc, on peut avoir des petits mélanges, des petits craquelins, des petites protéines végétales. Il y a même, pas dans ceux-là, mais il y en a certains qu'on peut faire rentrer un petit tétrapack de V8 ou de lait de soya ou lait de riz, donc le mini-contenant pour les vinaigrettes ou le ketchup, si vous n'avez pas d'allergie à la moutarde, etc. Donc, vraiment tout ce qui fait plaisir à l'enfant en portions très raisonnables. À droite, c'est les petites pochettes pour mettre de la compote de pommes, les compotes maison. On peut les trouver sur le web, entre autres sur des jouets des allergies. Donc, ça, c'est pratique, ça se lave, ça s'ouvre en dessous, puis ça se lave. C'est le fun de mettre des smoothies ou des compotes maison. C'est, je pense, comme une vingtaine de dollars les acheter. Puis après ça, ça vous évite d'acheter les commerciales, de soit prendre un risque ou de vraiment vouloir contrôler ce qu'il y a dedans ou de varier avec des smoothies qui ne s'offrent pas en format comme ceux-ci habituellement. Vous avez le traditionnel thermos, ça vaut un bon investissement, une vingtaine, trentaine de dollars. Cette marque-là de thermos, en général, fonctionne bien. Vous le chauffez 10 minutes avec de l'eau chaude. Vous surchauffez un petit peu vos aliments. Vous choisissez qu'est-ce que vous mettez dedans parce que ce n'est pas tous les repas, vous allez découvrir qui fonctionnent bien dans le thermos. Ça fonctionne. On a des allergies ou pas, mais habituellement, c'est apprécié des enfants. Si vous voulez faire un petit spécial, envoyer un petit gâteau avec du glaçage, c'est des petits, la marque c'est Cupcake. Encore une fois, c'est des jouets les allergies, je crois qu'elle les vend sur son site web. C'est très pratique pour transporter ces petits gâteaux sans écraser le glaçage. Et vous avez toutes sortes de barres qui ne sont pas des barres de noix, mais des barres protéinées. Là, dans ce cas-ci, c'est du beurre de soya qui ressemble vraiment au beurre d'arachide, mais qui vous permet de reproduire en termes de texture et de goût. Si les noix sont bannies ou si votre enfant est allergique. Donc, il y a même des petits autocollants merveilleux dessus qu'on peut détacher, puis ça dit « Ceci n'est pas du beurre d'arachide, c'est du beurre de soya, soyez sans crainte, c'est correct pour l'école. » Donc, ça, c'est rassurant. Les fameuses étiquettes, c'est le temps de les commander. Ça prend toujours peut-être une semaine ou deux à recevoir. Il y a des sites web maintenant qui proposent des étiquettes personnalisées avec les allergies de l'enfant. Ça aussi, ça peut être utile. Je pense que c'est le fun de les avoir sur la boîte à lunch, sur quelques gros plats, un petit peu comme ceux qu'on voyait ici là, dans la boîte à lunch, sur le thermos, etc. Mais après ça, pour les plus petits, vous pouvez mettre simplement le nom de l'enfant, ce qui est à l'intérieur. Donc, ça, c'est toujours pratique. Des idées de collation, des fois, on manque d'idées un peu si on veut sortir du commercial aussi. Puis, vous avez d'autres idées aussi sur le site web d'Allergie Québec. Si vous êtes abonné à notre infolette, vous allez en recevoir
des idées de salade pour mettre dans les lunchs, dans notre infolette qui sera envoyée la semaine prochaine. Des boules énergie, il y a toutes sortes de recettes sur le web qui sont à base soit de beurre d'amande, mais que vous pouvez changer facilement pour du beurre de tournesol, beurre de soya, beurre de pois. Ça tient bien, ça se congèle. Souvent, c'est assez santé. Il y a des dattes, souvent du miel qui fait venir. Donc, ça, c'est rassasiant. C'est le fun. Les enfants aiment ça. Bar-temps de maison, il y en a avec ou sans cuisson que vous pouvez faire assez facilement, les couper, les congeler séparément. Ça se glisse bien. Muffin, gâteau traditionnel, mélange de grains sans noix. Il y a la compagnie Enjoy Life qui en fait en version individuelle. C'est assez cher, mais c'est une grosse portion. Donc, vous pouvez comme le séparer en deux ou mettre ça sur un yogourt qui est fait à base d'autre chose que le lait de vache si votre enfant y est allergique. Mais c'est bien santé aussi. Puis, peut-être du beurre de grains ou de soya avec des craquelins, des fruits frais variés. Et je dirais fruits frais, légumes frais, etc. Il y a certaines écoles qui vont restreindre la collation du matin à des fruits ou des légumes. Donc, n'hésitez pas à faire une petite trempette à base de tofu si vous n'avez pas d'allergie au soya, le baba ganoush, qui est toujours le fun à base d'aubergine, si vous n'avez pas d'allergie au sésame. Donc, la noix de coco n'est pas une noix. Donc, vous avez droit normalement dans les écoles où il y a des restrictions alimentaire par rapport aux noix. Donc, soyez créatifs, continuez à aller voir notre site web, on en a. Il y a la magie de Pinterest aussi, qui est un site web qui donne tellement d'idées. On va sortir de l'ordinaire, faire des belles variétés à l'enfant. Le fruit avec le beurre de soya ou le beurre de tournesol dessus, c'est que l'enfant peut étendre lui-même. Chez nous, ça fonctionne super bien. N'hésitez pas à mettre une petite note si vous utilisez du beurre de tournesol en disant que c'est vraiment du beurre de tournesol pour pas que l'enfant soit privé s'il pense que c'est des arachides. Donc, voilà, c'était les petites idées de collation. On est rendu à la période de questions. J'avais une question qui m'était arrivée avant. Donc, il y a des gens qui nous envoyaient des questions avant de participer. Donc, la personne me demandait, c'est Sylvie qui me demandait comment fonctionner, OK, je vais le relire. Donc, en gros, sa question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un antihistaminique dans les écoles? Moi, mon école a refusé que je l'apporte l'année passée. Je me suis littéralement battue pour en avoir et je ne suis vraiment pas certaine si je veux qu'ils l'utilisent à bien y penser. Donc, c'est une super bonne question. Je ne suis pas allergologue. Les allergologues, présentement, ce qu'ils proposent, c'est d'avoir un auto-injecteur comme premier recours. Donc, c'est la seule solution qui va régler le choc anaphylactique si votre enfant a une grosse réaction. Par la suite, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la possibilité de discuter avec l'école s'ils peuvent avoir avec eux une bouteille d'antihistaminique. Puis la raison, là, c'est pas qu'on veut remplacer l'auto-injecteur. Je pense que c'est là que la subtilité est importante à comprendre. C'est qu'un antihistaminique, ça se peut qu'un enfant ait tendance à faire des réactions cutanées à presque rien. Les enfants en bas âge, ils ont la peau hyper sensible. Donc ça se peut qu'il y ait une utilisation qui soit demandée par votre allergologue. Donc à ce moment-là, expliquez-le bien, assurez-vous que le message passe. Et puis effectivement, certaines écoles se mettent à refuser les antihistaminiques. Pour les parents qui ont l'habitude de réactions cutanées, qui connaissent aussi les chocs anaphylactiques, que l'enfant fait de l'eczéma, l'enfant fait de l'asthme, etc., assurez-vous que le message soit bien clair. Je pense que ce qui est difficile pour les personnes responsables de vos enfants présentement, c'est de comprendre quand injecter ou quand donner de l'antihistaminique. Moi, en gros, personnellement, la façon qu'on fonctionne, l'antihistaminique, il est là, il est à l'école et il doit être utilisé seulement si ils ont notre approbation comme au téléphone. Si je sais que dans une période où on est chez des gens qui ont des animaux, est allergique aux chiens, aux chats, puis qu'elle se gratte l'intérieur du bras depuis 2 jours, puis là, je l'ai envoyé à l'école, j'ai oublié de le dire au professeur, bien, je sais que c'est ça son problème sur son bras. Donc, je vais probablement leur dire de lui en donner, parce que j'ai oublié de lui en donner le matin ou autre. Bref, de toute façon, ça ne serait pas ce qu'on choisirait parce que une grande somnolence là, associée à ça, là, il existe d'autres choix qui sont sans somnolence. Mais ils doivent vous appeler. Moi, je pense que la surveillance d'un enfant qui a une réaction cutanée se fait mieux en regardant qu'en traitant avec un antihistaminique. Ça, c'est vraiment la recommandation des allergologues aussi. Donc, c'était la question de Sylvie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous prenez votre clavier et vous tapez dans la section « Questions ». Vous pouvez en écrire. J'avais
Isabelle qui me demandait à quel âge l'enfant peut-il porter son auto-injecteur, qu'est-ce qui est recommandé? Honnêtement, ça varie d'enfant en enfant. En général, l'été qui précède la rentrée à la maternelle, on va essayer de faire pratiquer notre enfant, dépendant de sa maturité. Si vous avez un enfant qui est plutôt immature dans la relation avec son auto-injecteur, qui veut juste jouer avec, qui veut l'ouvrir, prenez pas ce risque-là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le risque peut être plus important de se blesser ou autre. Parlez-en, assurez-vous que l'école a un processus, là, que l'armoire est toujours débarrée, que l'école, si l'école est grande, moi je vous conseille vraiment, vraiment de l'avoir à la taille. C'est beaucoup plus rassurant, puis ça permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle par rapport à ça. J'ai une dernière question de Julie. Julie qui me dit ça revient, ça aussi, on en a parlé, mais je vais en reparler. Elle me dit je suis toujours surprise de voir des personnes qui remplacent sans que j'ai été au courant. Comment s'assurer que tout le monde a le message. Mais ça, c'est pas facile. C'est vraiment un combat de tous les jours, je vous dirais. Un professeur malade ou qui doit être remplacé, on ne peut pas le contrôler. Malheureusement, ça arrive. Puis quand on est maman ou papa d'un enfant allergique, c'est un petit peu angoissant, le sentiment de surprise comme ça qu'on reçoit quand il y a des remplaçants. Je pense que l'idée de communication du départ, assurez-vous que vous communiquez à la bonne personne à l'école, puis que la personne à l'école, elle, va se faire un devoir d'en parler à tout le monde. Donc, je trouve que c'est vraiment, est-ce qu'on compte sur le personnel pour transmettre les messages complémentaires? Moi, je pense que non. Je pense qu'on s'assure qu'on a un processus de communication efficace, puis par la suite, eux ont un canal de communication intéressant à l'interne. Puis si vous n'êtes pas satisfait du canal de communication, que vous n'êtes pas sûr qu'ils vont parler au chauffeur d'autobus ou au remplaçant, bien, créez une note pour tout le monde. Moi, j'ai écrit une lettre l'année passée rapide, la personne qui animait le cours de sciences, là, simplement disant qu'est-ce que ma fille a, j'ai téléphoné à la compagnie, tout ça, c'est là qu'on a su pour le blanc d'œuf, mais bref, même sans blanc d'œuf, j'aurais quand même écrit cette petite note-là, en cas de doute, ne donnez absolument rien à manger, puis en cas de doute, si vous touchez des ingrédients de ça, retirez-la. Puis on a j'ai oublié de vous parler qu'on a une petite formule à la maison que j'aime beaucoup. Je pense que c'est important de mettre quelque chose en place. Si vous croyez au système de récompense et tout ça, c'est très, très personnel. Mais nous, notre fille, on s'est rendu compte que dans les dernières années, elle devait refuser beaucoup de choses en lien avec la nourriture à cause de ses allergies alimentaires. On a un autre enfant aussi qui, lui, n'a pas d'allergie alimentaire. Donc, parfois, c'est interprété comme des privilèges qu'elle n'a pas. Puis, il y avait un sentiment d'injustice qui s'installait. Puis, ça a tellement bien fonctionné. J'ai commencé à faire une boîte à surprise. Donc, je mets toutes sortes de choses que je trouve au comptoir chez Renaud-Bré, au Dollarama, à la pharmacie, des choses principalement non alimentaires. À chaque fois qu'elle doit refuser quelque chose en lien avec ses allergies alimentaires, elle a droit à une boîte à surprise. Donc, si la maman d'un enfant envoyait des gâteaux parce que c'était la fête d'un enfant, puis que la professeure a décidé d'en offrir, puis ils étaient deux là, qui ne pouvaient pas manger dans la classe, qui avaient des allergies, bien, elle revient à la maison puis elle est vraiment contente de me dire que, un, elle n'y a pas touché, elle a dû refuser, et puis deux, elle a droit à sa boîte à surprise. Puis ça m'est arrivé tellement de fois, des échanges de gomme, de bonbons dans la cour d'école, les profs ne peuvent pas avoir les yeux partout, puis je pense que ça fait des enfants qui sont très, très, très matures dans leur relation avec les aliments, les allergies alimentaires, mais c'est de trouver une formule qui fait que l'enfant va avoir tendance à d'essayer de l'encourager à dire non. Je ne pense pas que l'enfant doit être récompensé pour dire non nécessairement. Nous, c'est notre méthode parce que ça fonctionne bien. C'est peut-être pas la méthode à tous, mais ce que je vous dis, c'est peut-être d'essayer de trouver une façon de récompenser à votre façon l'enfant qui refuse. Je me suis fait prendre cet été, par exemple, parce qu'elle est allée une semaine chez une dame qui ne faisait pas vraiment un camp, là, parce qu'on n'est pas à l'aise avec toutes ces allergies dans les camps, mais une dame qui prenait quelques enfants sous son aile une semaine à côté de chez nous. Puis là, elle me revient le soir, puis elle me dit « Maman, j'ai refusé 10 fois aujourd'hui quelque chose. » Mais là, ça a l'air que c'était le free-for-all. Les enfants s'échangeaient des petits chips, des petits trucs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais elle a refusé. Donc, on a négocié, je pense, pour 3-4 trucs dans la boîte à surprise. Donc, ça, c'était cocasse, mais c'était la première fois que ça arrivait. Habituellement, c'est un à la fois. J'ai une question ici. Il y a des projets de faire un protocole au niveau provincial pour les allergies au niveau scolaire pour avoir le même fonctionnement partout. Oui, c'est une bonne question. Justement, dans notre infolette, là, qui part la semaine prochaine, mais le site web, excusez-moi, la nouvelle est déjà sur le site web, est en première page.
ça va vous donner un topo de tout ce qui se passe partout à travers le Canada. Et c'est très intéressant de voir les provinces, chacune des provinces, qu'est-ce qu'elles font. À côté de nous, on connaît l'Ontario, qui a la loi de Sabrina. Nous, au Québec, je vais vous dire, honnêtement, on traîne un peu de la patte. Ça fait des années qu'il y a un projet pilote en discussion, qu'il y a une coalition, qu'il y a toutes sortes de choses qui se discutent. On attendait après un mouvement du gouvernement. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Donc, ce qu'Allergie Québec a décidé de faire, c'est de s'associer avec EpiPen, donc qui nous subventionne une partie de ce projet-là, puis avec la Fédération des écoles privées du Québec, simplement parce qu'on avait un contact plus direct, puis c'était plus facile que de passer commission scolaire par commission scolaire. Puis présentement, on a un projet pilote de standardisation au niveau de la prise en charge des allergies en milieu scolaire, au primaire. Un projet pilote qui touche 12 écoles. Donc, ça commence là. Les écoles ont reçu toute la documentation au printemps dernier, donc au mois d'avril-mai. Et elles mettent ça en place à partir de septembre. Elles vont toutes recevoir une formation. C'est super bien fait. C'est une trousse. C'est vraiment une trousse en 3 dimensions, transparente, aux couleurs d'Allergie Québec. Puis quand on ouvre la trousse, on a tous les documents à photocopier, tous les documents à remettre aux parents. Tous les documents ressources. C'est beaucoup plus simple que ce qui existe là, présentement. C'est une 15aine de pages de documentation. C'est accompagné d'une formation. Donc, c'est des recommandations qui sont assez essentielles à la prise en charge des enfants allergiques. On devrait vous fournir rapidement là, un texte qui sera mis sur notre site web avec les avancements de ce projet-là. On est en discussion avec plusieurs organismes de santé présentement pour voir la meilleure façon là, de former, de faire avancer tout ça. Mais on a travaillé avec Marie-Josée Bété aussi sur ce projet-là. Donc, je dois vous dire que c'est en place, ça avance, mais pas à la vitesse qu'on voudrait. Donc, malheureusement, il n'y a pas de prise en charge. C'est selon le bon fonctionnement de toutes les commissions scolaires et des écoles présentement au Québec qu'on fonctionne. Allez lire l'article. Ça a été écrit par une de nos collaboratrices. C'est super intéressant et très, très bien renseigné. Donc, c'était la question de Mélanie. J'essaie de voir si vous avez d'autres questions. Ça serait les dernières secondes. S'il existe un protocole à l'école de mon garçon, recommandez-vous de faire une lettre? C'est Marie-Ève qui pose cette question-là. Moi, j'irais plutôt pour une rencontre. Premièrement, Marie-Ève, si le protocole est bon, si ce n'est pas la première année que votre enfant fréquente l'école ou même si la première année, ça pourrait fonctionner de la même façon, une rencontre pourrait être intéressante, soit avec la direction. Nous, c'est une petite école où on voit la directrice est très ouverte, sont 300. Elle veut nous voir, elle veut nous rencontrer au début de l'année, ça fonctionne comme ça, puis là, elle fait venir la professeure avec elle. Ne serait-ce que j'ai oublié de vous dire, mais quand j'ai rencontré la professeure de ma fille en première année, elle avait vraiment peur des aiguilles. Puis elle m'a dit ça, elle m'a confié ça pendant que je suis en train de lui parler des allergies de ma fille. Puis là, j'ai dit, mais écoute, il faut qu'on trouve une solution. Regarde, j'avais apporté une orange dans mon sac avec un auto-injecteur périmé. J'ai dit, on va se pratiquer. C'est toi qui vas injecter. Je veux vraiment que tu le fasses une première fois. Je ne veux pas que ça soit en état de crise. Si ma fille est en choc anaphylactique, il faut que tu prennes une décision en plus, que tu es anxieuse. J'aime mieux que tu fasses le geste-là. Ça va dédramatiser. Je te dis, l'aiguille est tout petite, puis ça se fait facilement. Elle ne voulait pas, puis là, on en a ri un peu. Finalement, elle l'a fait. Ça a vraiment dédramatisé la situation. Puis c'est elle qui m'a dit, ah, j'aime vraiment ton document, une page que tu as fait en couleur. Est-ce que tu peux m'en faire une copie? Je vais le mettre dans la classe. Puis, elle a fait une photocopie sur un carton, elle l'a fait à sa façon. Donc, je pense que tant mieux, Marie-Ève, qu'il existe un protocole. Moi, je suis vraiment contente qu'il y ait des écoles qui prennent ça au sérieux, puis que ça avance, puis que ça soit bien fait. J'organiserai une rencontre. Puis, l'histoire de la lettre, ben, ça peut être intéressant de le remettre au professeur, mais c'est vraiment à votre guise. Vous allez trouver, je pense que l'idée, c'est de le faire une présentation juste aux professeurs qui passent quand même comme 6-8 heures par jour avec nos enfants. Puis parallèlement, sans bousculer tout le monde, puis arriver avec nos grands sabots, vraiment faire en sorte qu'on a une belle compréhension de l'école. Je trouve ça quand même nécessaire que l'infirmière soit au courant que votre enfant existe, puis qu'il y a des allergies alimentaires, puis que le professeur est au courant, puis qu'il a été rencontré. Donc, je commencerai par ça. Puis si vous pensez que c'est important la lettre là, pour les remplaçants ou autres, bien, peut-être que la personne, professeur peut l'inclure dans sa préparation quand elle se fait remplacer ou au service de garde ou autre. Ça semble être la dernière question. Il est presque 13 heures. Je vous avais dit que je vous libérais pour 13 heures. De toute façon, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels. Moi, je vais vous envoyer au cours des prochains jours la présentation. Ça se peut que l'enregistrement, ça prenne un petit peu plus de temps parce qu'il y a des manipulations à faire, mais je vais quand même, vous allez recevoir un courriel
directement de l'organisation, le GoToWebinar disant merci d'avoir participé, tout ça. Et puis, moi, par la suite, je vais vous envoyer un petit courriel avec la présentation en mode PDF. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mon nom, c'est Dominique Seigneur. Puis, vous allez trouver mes coordonnées sur le site web. Je suis directrice des communications. Et puis, si vous avez des questions plus générales qui ne touchent pas à la présentation, n'hésitez pas. Le poste 204, c'est notre soutien téléphonique. Puis, c'est gratuit. Il y a des belles et bonnes et gentilles nutritionnistes qui répondent à vos questions et qui se font un plaisir. C'est gratuit pour tous. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle rentrée. Travaillons tous ensemble pour contrôler notre anxiété, chers parents. Ce n'est pas toujours facile. Préparez vos enfants. Ils sont bons. On a des enfants spéciaux. On a des enfants différents. On va miser là-dessus. Puis, je vous souhaite une très belle année sans accident. Puis, avec des beaux lunchs, puis une belle prise en charge, puis une belle collaboration de votre école. À bientôt!